Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être là. Après avoir voyagé la semaine passée depuis Venise à Constantinople, voire à Istanbul, on revient maintenant à Venise, mais on sera toujours en voyage. L'Allemand qui voyage à Venise au début du XVIe siècle, ce sera encore une fois Dürer. Dürer avait déjà entrepris un voyage, on l'a vu il y a, il me semble, 2 ou 3 semaines, pendant sa jeunesse, un voyage resté un peu mystérieux de par ses données. Il en ira encore une fois en 1504, 5, voire 6. Vous voyez les deux premiers autoportraits peints de Dürer. Un peintre, c'est le premier probablement, ayant donné beaucoup d'importance à sa propre apparence. C'est le premier artiste qui a réalisé d'une façon programmatique des images de soi-même. Vous vous rappelez de l'autoportrait du Louvre, daté de 1493, on a parlé la dernière fois. À droite, vous voyez l'autoportrait un peu plus tardif de 1498. Il se trouve au Prado. 5 ans se sont écoulés et on peut voir l'adolescent encore fragile est devenu un jeune homme conscient de lui-même. On le voit habillé d'une façon élégante, en étalant sa belle chevelure qui va l'accompagner pendant toute sa vie et toutes ses auto-représentations. Il est habillé d'une façon élégante, des gants, il regarde le spectateur. Derrière lui s'ouvre une fenêtre avec un paysage alpin. Nostalgie alpine peut-être, on a parlé un peu du motif de la montagne, de la frontière, de l'importance du passage des Alpes dans le premier périple de ce peintre qui se place justement entre ces deux autoportraits. Le second autoportrait il est signé, il est aussi accompagné par une inscription. Vous la voyez à droite, sous la fenêtre. Inscription en allemand. Et je spécifie toujours la langue aussi parce qu'il y a plusieurs façons de Dürer d'insérer ces signatures et des inscriptions accompagnatrices en allemand, parfois en latin, et ça fait une différence. Lorsque c'est en allemand, c'est pour un public allemand. Lorsque c'est en latin, c'est un public, voire étranger, voire d'une culture, disons, plus élevée. Cette fois-ci, c'est en allemand, donc il s'adresse à un public allemand. Das malt ich nach meiner Gestalt, ich war 26 Jahre alt. Non, ça rime un peu. Donc, ce que vous voyez, je le fais d'après ma propre forme, nach meiner Gestalt. Ich war 26 Jahre alt, j'avais l'âge de 26 ans. Et puis, et c'est quelque chose de spécial, il signe Albert Dürer, et puis encore une fois le monogramme, donc une double signature. C'est quelque chose d'assez rare, d'avoir deux signatures, une sous forme déployé, Albrecht Dürer, et puis ce AD qui va devenir bientôt célèbre. Donc une double signature, dont une sera la marque d'auteur. Surtout au moment où il commence à déployer son activité de graveur, qui le rendra bientôt célèbre. Alors je vous montre en guise d'exemple deux planches de la vie de Marie qui sont un peu postérieures, 1503. Je ne vais pas les analyser, je les montre justement pour voir comment cette autoconscience du peintre, de l'artiste, se manifeste par une insertion parfois ludique de la signature. Alors vous voyez ces petites plaquettes ici avec le AD, ici, comme s'il s'agissait d'objets tombés par hasard. Ils font partie du monde de l'image. En effet, à la fin du XVe siècle, Dürer devient de plus en plus connu en Allemagne, puis aussi à l'étranger, surtout
à cause de son activité de graveur. Ce sera le grand cycle Apocalypsis Configuris de 1496-18. Vous voyez deux exemples, signés, elle aussi, pas sur des plaquettes, mais au centre même de la représentation. Donc, il n'y a aucun doute que l'artiste, c'est ce AD, en train de devenir célèbre, et ce sera après, à partir de l'Apocalypsis Configuris qu'il va déployer une grande activité de graveur qui va le rendre célèbre. Il va commercialiser ces gravures, ces estampes, lui-même dans sa propre imprimerie, aidé par son épouse. Il s'agit ici d'une petite industrie d'images. Donc les images font partie dorénavant, surtout dans le médium de la gravure, des biens, on pourrait dire, des consommations. Ou pour être plus clair, des biens symboliques. Pour reprendre une formule très connue de Pierre Bourdieu. Ce sont des biens symboliques, donc le papier sur lequel ces gravures sont peintes ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est quelque chose au-delà de la valeur matérielle, feuilles, couleurs, encre, etc. Il y a quelque chose de plus. C'est intéressant que c'est justement dans ce milieu d'un marché des biens symboliques que la conscience de soi de l'artiste va prendre essor. Alors, le voilà, en 1500, ce célèbre autoportrait de Munich, troisième autoportrait peint, emblématique, très connu aujourd'hui encore, où il se représente dans une axialité parfaite. Il regarde le spectateur sous une forme christique. On a beaucoup parlé de cette imitatio Christi mise en marche dans cette auto-représentation. L'autoportrait de 1500 est à son tour accompagné par des inscriptions. Il y en a plusieurs. À gauche et à droite, placées, il me semble, d'une façon assez significative, justement à la hauteur des yeux. Donc, d'un côté, on a la date et le monogramme, et de l'autre côté, le nom déployé. Donc, on a encore une fois ce dédoublement du nom, et puis une inscription qui nous dit en latin, cette fois-ci, que ce Albert Dürer Noricus, donc de Nuremberg, s'est peint lui-même avec ses couleurs naturelles. Deux mots sur ce paratexte, si vous voulez. AD 1500. 1500, date symbolique, donc date charnière, passage de siècle, année jubilière, sans doute. Et on a beaucoup d'études qui ont montré, en effet, que la représentation de cet artiste en 1500 connote, en effet, aussi des événements tenant justement de ce passage d'un siècle à l'autre. L'attention sur les origines de Nuremberg. Donc il est conscient du fait, ou il communique en effet, qu'il est originaire de la ville qu'il aimait tant. Mais puis l'inscription suit en latin, donc elle s'adresse donc à ce public d'élite. Mais revenons aux gravures. Les gravures de Dürer commencent à circuler, circulent au-delà des Alpes aussi. Elles arrivent aussi en Italie, où elles auront un grand succès. Et probablement, leur arrivée en Italie eut la valeur d'un vrai
impact. Il y a une documentation qui se tisse à travers maintenant le rapport entre Dürer et le sud des Alpes, d'un côté, et de la circulation des images durériennes au sud des Alpes. Il y a une documentation qui se tisse avec des nuances légendaires, et le responsable principal de ce tissage est encore une fois Vasari. Alors Vasari raconte à un certain moment, dans la vie d'un graveur, peut-être du graveur le plus important de l'Italie début du XVIe siècle, Marcantonio Raimondi, l'impact que ces genres de gravures auraient pu avoir sur un esprit italien. Et je voudrais vous donner une ou deux citations de la vie de Marcantonio Raimondi, l'auteur-graveur attentif à Dürer. C'est alors, dit Vasari dans la vie de Raimondi, c'est alors qu'arrivèrent à Venise des artistes flamands possédant des gravures sur bois et sur cuivre d'Albert Dürer. Des artistes flamands. Alors, je fais déjà une parenthèse. On voit que pour Vasari, il n'y a pas une conscience tout à fait nette. Tout ce qui se passe au nord des Alpes, surtout dans le contexte de l'expérience artistique, c'est de l'art flamand. Donc, Dürer aurait de la peine de dire Alemanus, Noricus, les de Nuremberg, les Allemands. Pour Vasari, il était flamand, pour l'instant. Bon, et c'était des artistes flamands, donc, possédant des gravures sur bois et sur cuivre d'Albert Dürer, que Marcantonio Raimondi vit sur la place de Saint-Marc, à Venise. Sur la place de Saint-Marc, ça veut dire qu'il se déployait là pour être vendu. Ébloui par ce travail et cette technique, Marc-Antoine dépensa un peu plus, près de tout l'argent qu'il avait apporté de Bologne, et achetait entre autres choses la Passion en 36 planches, in quarto, qu'Albert venait de graver sur bois. Vasari brouille un peu maintenant les dates, ce n'est pas tout à fait exact, mais je ne veux pas insister sur les inexactitudes du récit vasarien. Le noyau, le sens de ce qu'il dit est beaucoup plus important que les minuties de datation ou de nomination de certaines planches ou non. Et il poursuit. Marc-Antoine, réfléchissant à l'honneur et au profit qu'aurait pu tirer celui qui eut pratiqué cette technique en Italie, décida d'y consacrer tous ses efforts. Il commença par copier les gravures d'Albert, étudiant dans le moindre détail les lignes et l'ensemble des gravures qu'ils avaient achetées. Ces pièces, par leur nouveauté et leur beauté, avaient une telle réputation que chacun cherchait à s'en procurer. Donc, grand succès des copies raimondiennes. Il incisa une plaque de cuivre avec des traits de la même épaisseur que ceux d'Albert, que ceux qu'Albert avait gravés sur bois. Donc, il y a aussi un passage médial ici, de la xylogravure, la gravure sur cuivre, et représenta toute la suite de la Passion en 36 planches, inscrivant, maintenant c'est le passage peut-être le plus important, et inscrivant le monogramme A.D. dont Dürer signait ses œuvres. On appelle ça aujourd'hui un plagiat, mais c'était un peu différent à l'époque, vous verrez tout de suite. Cette copie était si ressemblante qu'ignorant qu'elle était de Marc-Antoine, tout le monde les croyait de Dürer et elle était vendue et achetée comme telle. On informa Albert de cette affaire par une lettre qu'on lui adressa en Flandre et qu'on lui envoya une des copies de la Passion faite par Marc-Antoine. Il fut saisi d'une telle colère qu'il quitta Flandre pour Venise et porta plainte contre Marc-Antoine devant la seigneurie. Il obtint seulement que Marc-Antoine n'employât plus son monogramme ni son nom sur les gravures. Fin de la citation. Mais rien de plus. Il ne put pas obtenir que les gravures ne soient pas copiées. Et il obtint donc, et on est déjà dans la sphère des droits d'auteur, que son nom n'y figure pas. Et c'est déjà quelque chose. Bon, pour Vasari, donc, ce voyage de Dürer à Venise aurait donc comme mobile premier cette rage de l'artiste de se voir
copiés et commercialisés. Alors je vous montre un ou deux exemples pour voir un peu de quoi il s'agissait. En effet, c'est impressionnant, cette attention du graveur italien dans la façon de copier. On voit aussi le fait que le AD était là. Ça, c'est Marc-Antoine Raymond, et ça, c'est clair vis-à-vis de Dürer. Un autre exemple qui nous laisse voir plus ou moins les mêmes caractéristiques. Ce n'est pas tout à fait sûr, néanmoins, que le voyage de Dürer en 1505-6 à Venise eut comme mobile seulement cette rage, ce désir de protéger ses propres droits d'auteur. Ce voyage est bien documenté. Il dura en effet de septembre 1505 à février 1507, donc 1 an et demi, et c'est beaucoup. Ce n'est pas seulement un voyage pour récupérer ses droits d'auteur, c'est quelque chose de plus. Il s'agit vraiment d'un vrai séjour, et ce séjour a sans doute plusieurs motivations. Celle invoquée par Vasari, peut-être c'est une, mais d'autres motivations s'y mélangent. Dürer était encore jeune. L'Italie, pour lui, était encore un pays de rêve. Il voulait apprendre. Certaines sources parlent de la façon, de l'intérêt de Dürer pour apprendre à bien maîtriser la perspective, par exemple, qui était un des moyens d'expression le plus important des artistes italiens. Vous voyez, il possédait des données assez importantes, du savoir assez important de la représentation de l'espace, mais la perspective italienne, centralisée et monoculaire, lui était encore inconnue dans ses dernières conséquences. Alors, apprendre, avoir un contact avec les artistes, vendre lui-même ses œuvres, les commercialiser, ouvrir un marché, son propre marché au sud des Alpes. Et ça, c'était une ambition tout à fait énorme pour un artiste, entre guillemets, flamand, qui venait, on ne sait pas exactement d'où, s'établir à Venise, voyager en Italie pour se vendre, pour vendre son imaginaire. C'était quelque chose vraiment assez rare. Le voyage et le séjour est bien documenté. Par rapport au tout premier voyage, j'en ai parlé, et là il y avait seulement une documentation en images, presque pas de documentation écrite. Cette fois-ci, la documentation est impressionnante. Elle consiste notamment dans les 10 lettres que Dürer envoie entre janvier 1506 et octobre 1506 à son ami et protecteur Willibald Pirkheimer. Alors, je vous montre un dessin de Pirkheimer, qui était un personnage fondamental pour la carrière de Dürer, mais pas seulement. C'était un des personnages les plus en vue du pouvoir de Nuremberg. Il faisait partie du patriciat de Nuremberg, mais il était aussi un homme de culture qui avait des connaissances de latin. Il faisait des collections des œuvres d'art. Il était ami, il sera l'ami de toute une vie de Dürer, et vous le voyez ici dans un portrait à crayon daté de 1503, donc juste avant le départ de Dürer pour Venise. Vous le voyez là. D'ailleurs, toute cette correspondance avec Pirkheimer, Dürer à Venise, Pirkheimer notamment à Nuremberg, sera la documentation la plus importante sur laquelle on peut reconstituer le voyage. C'est une correspondance très intéressante de plusieurs points de vue. Au niveau documentaire, elle est essentielle, mais aussi au niveau du rapport d'amitié qui se crée entre ces deux personnages. Un rapport d'amitié étroit, mais dans lequel on sent toujours
que l'artiste reste un artiste et le patricien reste un patricien. D'ailleurs, on a toutes les données nécessaires pour comprendre entre les lignes, parfois même directement dans cette correspondance, que c'est Pirkheimer lui-même qui aurait, on le dirait aujourd'hui, sponsorisé ce voyage, le voyage de son ami peintre. Donc là, il y a un pacte entre un homme de pouvoir, riche et cultivé, et l'artiste. Je vais revenir tout de suite sur ce rapport épistolaire, mais pas seulement épistolaire, entre les deux personnages. Mais je voudrais avancer un peu pour mieux comprendre la scène du séjour durérien à Venise, scène et compréhension facilitée par l'existence de cette grandiose carte de Venise due à Jacopo de Barbari, daté de 1500. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la cartographie de l'époque. C'est une carte de très grande dimension, faite de plusieurs morceaux, imprimée d'ailleurs à Nuremberg par Anton Kolb. Donc, c'est un artiste nordique italien, mais qui travaille cette fois-ci pour des imprimeurs néo-bourgeois. Et on voit, vous le voyez, la lagune à vol d'oiseau, avec une minutie documentaire tout à fait extraordinaire, époustouflante, mais en même temps avec un paratexte assez intéressant du point de vue symbolique. Alors, vous voyez donc la lagune, elle est flanquée par les représentations des vents, on est à la croisée des vents, et puis, à part donc, le titre, donc Venise en 1500, on voit les deux divinités protectrices, c'est intéressant, Mercure et Neptune. Donc le dieu du commerce, grande ville commerciale, et grande puissance maritime, ce qu'on peut voir aussi dans le reste de la représentation. Pour bien comprendre encore plus ce scénario de la présence de Dürer, des détails sont nécessaires et je vous en montre un. C'est le détail qui montre le quartier du Rialto. Vous voyez ici, on a parlé, je pense déjà, j'en ai parlé il y a 2 semaines, et la zone habitée par les Allemands, concentrée autour du Fondaco degli Alemanni, donc Fondaco dei Tedeschi, vous le voyez ici. C'était donc l'endroit où les commerçants allemands venaient pour déployer leurs marchandises. C'était dans ce quartier qu'on faisait les affaires entre le nord et le sud, et on trouve une semblance, c'était le quartier où Dürer a pris pied à Venise. Il habitait dans les parages, donc dans cette, je ne dirais pas une enclave, mais dans ce quartier allemand à Venise. Dans sa correspondance avec Pirkheimer, il ressort que Dürer était tout à fait conscient de son appartenance au monde des affaires. Et je voudrais approfondir cet aspect parce qu'il vient un peu démythiser l'idée d'un artiste qui vole en effet sur le nuage de sa propre capacité d'invention, sur sa propre créativité. Toute cette correspondance avec Pirkheimer et aussi d'autres documents concernant Dürer, le font voir en effet que c'était un personnage tout à fait conscient, pas seulement de sa valeur, on le voit assez, mais du fait que cette valeur doit s'imposer et que cette valeur fait partie d'un réseau de tensions commerciales et politiques, on le verra tout de suite, assez importantes. Alors si on lit certains passages de cette correspondance, voilà, même, je laisse maintenant ces images sur l'écran, donc Venise avec le quartier des Allemands, les 2 autoportraits, et si on lit ce que je vous propose de faire maintenant ensemble, quelques passages de cette correspondance,
on est pris parfois par un certain malaise, il me semble, tant le clivage entre l'image d'un surmoi christique, vous le voyez, et la réalité du quotidien est frappant. Mais il faut être réaliste. Avant de vous donner ces passages, je voudrais vous citer un passage des vies de Vasari, un passage qui ne concerne pas directement Dürer, mais qui concerne le motif de l'artiste en voyage, de l'artiste qui se déplace. Il me semble que ce passage peut, en effet, éclaircir beaucoup de ce qui va s'en suivre. Alors, je dois trouver ce passage. Alors, Vasari, qui n'est pas un grand psychologue, donc il ne s'occupe pas de la psychologie de l'art, il s'occupe de l'histoire de l'art et des rapports artistes-commanditaires. À un certain moment, dans une vie de peintre, une vie assez importante, c'est la vie de Rosso Fiorentino, qui était un artiste de Florence, mais aussi un artiste voyageur, parce qu'il part à un certain moment à Rome, puis il fuit Rome, où il arrive à Fontainebleau, où il sera un des fondateurs de l'école des Fontainebleau. Vasari dit le suivant, mais encore une fois, je prends cette phrase comme une phrase emblématique qui pourrait s'appliquer à tout voyage et à tout artiste en voyage à l'époque en question. Alors, je suis dans la traduction de Chastel. Cela paraît une chose étonnante et mystérieuse, dit Vasari. Cosa mirabile e occulta di natura. Mais le fait est que de changer de pays ou de séjour, c'est comme changer de nature, de capacité de mœurs et d'usage personnel, de sorte que parfois on n'est plus soi-même. On devient un autre et on est tout ahuri et abasourdi. En italien, c'est comme ça, che non pare se medesimo, ma un altro, e tutto stordito e stupefatto. Alors, c'est une notation que je trouve vraiment exceptionnelle et sa valeur, presque d'emblème, même pour ce cycle de leçons, ressort avec une certaine force. Alors, je reviens maintenant à la correspondance avec Pirkheimer, donc à la documentation qui nous permet donc de suivre presque pas à pas les aventures de Dürer à Venise. Alors, dans une lettre du 6 janvier 1506, Dürer écrit le suivant. Je cite en français, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, l'allemand de Dürer, il est charmant pour ceux qui ont le plaisir philologique d'un allemand du XVe siècle, mais je vous en fais grâce de ça. Alors, traduction de Pierre Wess. Dürer, donc. Et je vous prie d'avoir pitié de moi pour ma dette. Donc, il s'était endetté. Probablement, c'était la dette, le sponsorship, j'imagine. Je vous prie d'avoir pitié de moi pour ma dette. Je pense à elle plus souvent que vous. Dès que je serai de retour, avec l'aide de Dieu, je vous paierai honnêtement avec toute ma reconnaissance, car j'ai à peindre un tableau pour les Allemands. Et pour cela, il me donne 110 florins rénants. Il n'y a pas 5 florins de dépenses. On est dans la petite ou grande épicerie, si vous voyez. Donc, il va lui payer la dette. Il a une grande commande des Allemands à Venise. Je vais revenir tout de suite. Il dit combien on lui donne, ce qu'il va dépenser pour la matière. Alors, un document vraiment de la petite histoire, mais éclaircissant. J'en ai pour 8 jours à l'apprêter avec du blanc et le racloir. Puis, je me mettrai aussitôt à peindre, car il doit, si Dieu le veut, être en place sur l'autel un mois après Pâques. C'est un peu vite pour un grand tableau, je dirais. On est le 6 janvier. D'après mon opinion, là, il y a aussi un enjeu symbolique des dates, l'épiphanie. Le 6 janvier, il doit être prêt Pâques ou après Pâques. Vous verrez qu'il sera prêt à Pentecôte. Donc là, il y a un calendrier
qui rythme la commande, et le faire et la création artistique, mais je reviens sur cette idée. Second passage. On est le 28 février de la même année, 1506. J'ai vendu tous mes petits tableaux jusqu'au dernier. On comprend donc qu'il est venu, il a passé le Brennero, on a parlé la dernière fois du pas de Brenner, et puis du 30, où tous les commerçants du nord, du sud voyageaient. Le voilà, j'imagine, c'est comme ça que je comprends ce passage, qu'il a fait ce voyage en compagnie de petits tableaux qu'il a vendus maintenant jusqu'au dernier. J'en ai donné 2 pour 24 ducats. Et les 3 autres, je les ai donnés pour 3 bagues. Un joli troc, je pense. Pour 3 bagues qui ont été estimées au change 24 ducats. Mais je les ai fait voir à des bons compagnons qui disent qu'elles valent 22 ducats. Et lorsque vous m'avez écrit d'acheter quelques pierres, alors vous voyez que Pirkheimer lui a donné des missions assez claires, d'acheter quelques pierres, j'ai pensé vous envoyer les bagues par l'intermédiaire de Franz Imhoff. Faites-les voir chez vous, à ceux qui s'y connaissent, si elles vous plaisent. Faites-les estimer et gardez-les pour cette valeur. Mais s'il se fait que vous n'ayez pas besoin, que vous n'en ayez plus besoin, renvoyez-les-moi par le prochain courrier. Car il y en a quelqu'un à Venise qui m'a aidé au change et qui veut me donner 12 ducats pour l'émeraude et 10 ducats pour le rubis et le diamant, de sorte qu'il m'est permis de ne pas perdre plus de 2 ducats, etc., etc. Passage extraordinaire, lui aussi, qui commence avec la vente de tableaux, qui fait voir que, d'une certaine façon, Dürer était l'agent commercial de Pirkheimer à Venise. Et cette mise en balance des tableaux avec les rubins, les émeraudes, le passage, vendre, retourner, etc., me semble assez éclaircissant justement pour cette sphère du commerce des biens à l'époque. Il poursuit, c'est la même lettre. Je voudrais que vous fussiez ici. Vous en tirerez grand profit. C'est un peu un ton plus amical. Je sais que le temps vous paraît très court, car on peut rencontrer beaucoup de gens aimables, des vrais artistes, et j'ai une telle foule de Welsh que de temps en temps, je dois me cacher. Et les gentilshommes me veulent du bien, mais peu les peintres. Je commente un peu si nécessaire. Donc les Welsh sont les Italiens. Une telle foule, il doit se cacher parfois, donc alors il vit, on le comprend, dans une enclave germanique, il a des contacts avec le monde latin des Welsh. Les gentilshommes, ça va, me veulent du bien, mais peu les peintres, et pour cause. Dürer, avec ses gravures, peut-être avec son procès avec Marc-Antonio Raimondi, avec cette commande d'un grand tableau, vous avez vu, fait pour les Allemands, ça commence à poser des problèmes. Encore un passage. Voilà. On est le 7 février 1506, donc un peu avant. Mais je le cite parce que c'est un passage qui ouvre une autre problématique. Alors encore une fois, je voudrais que vous fussiez ici à Venise. Il y a tant d'aimables compagnons parmi les Welsh, encore une fois, avec qui je suis de plus en plus lié, et que l'on doit en sentir au cœur une grande douceur, pleine de raison, instruit, bon joueur de luth et de flûte, musique à Venise. Donc c'est le temps de Giorgione d'ailleurs qu'il est là. Giorgione qui était grand peintre, mais aussi grand musicien, on le sait. Connaisseur en peinture, de nobles tempéraments, des gens de droite vertu, qui me font beaucoup d'honneur et d'amitié. Par contre, on trouve aussi les plus malhonnêtes, trompeurs et voleurs. Les pires vauriens qu'il existe, je crois, sur terre. Et quelqu'un qui ne les connaîtrait pas penserait que ce sont les gens les plus aimables de la terre.
Je ne peux m'empêcher de rire d'eux quand ils parlent avec moi. Ils savent que l'on connaît leur méchanceté. Mais ne s'inquiète pas. J'ai beaucoup d'amis parmi les Welsh qui me mettent en garde à ne pas manger ni boire avec leurs peintres. Alors ça, c'est un passage assez curieux, ni manger ni boire avec les peintres. Pourquoi? Peur d'être envénéné, peut-être, qui le sait. Beaucoup d'entre eux aussi me sont hostiles et copient mes œuvres dans les églises où ils peuvent les trouver. Ensuite, ils les dénigrent et ils disent que ce n'est pas à l'antique, donc ce n'est pas bon. Alors ces deux mondes, ces deux paradigmes font ressortir ici donc l'antique italien et une autre manière, disons flamande, à la Vasari, qui ne pourrait pas être bonne parce qu'elle n'est pas à l'antique. Mais Giovanni Bellini, alors Giovanni Bellini était le grand maître, déjà âgé à l'époque, le grand patriarche de la peinture vénitienne, et vous verrez qu'il joue un rôle spécial dans le rapport de Dürer avec ses compagnons, ses amis, ses collègues vénitiens. Mais Giovanni Bellini, lui, m'a beaucoup loué devant un grand nombre de gentilshommes. Il aurait aimé avoir quelque chose de moi. Il est venu lui-même me voir et m'a prié de lui faire quelque chose. Il voulait le payer. Alors ce sont toutes des petites choses, je n'insiste plus maintenant, mais qui donnent vraiment le contexte des rapports artistiques, mais aussi des rapports commerciaux. Et tous les gens m'ont dit combien c'était un homme pieux, aussi suis-je très bien disposé à son égard. Il est très vieux, c'est encore le meilleur en peinture. Voilà. Et enfin, si on veut terminer, si je veux terminer avec ce périple dans la correspondance avec Pirkheimer, un dernier passage que je voudrais citer, c'est un passage connu, célèbre. Il date du 13 octobre 1506, à la veille du départ de Venise, après un an et demi de ce séjour, sur lequel je veux revenir encore. À la veille du départ, il dit à Pirkheimer, « Je partirai avec le premier courrier, comme j'aurai froid, en pensant au soleil. » Lorsqu'il sera à Nuremberg, « comme j'aurai froid, en pensant au soleil. » Ici, je suis un seigneur, là-bas, un parasite. Alors, le clivage entre les deux mondes, entre le statut de l'artiste, qui, on le comprend entre-temps, il avait acquis à Venise, artiste, homme libre, professeur donc d'un art libéral en Italie, et un parasite à Nuremberg, où en plus il fait aussi froid. Bon. Bien. On comprend donc que malgré tout, toutes les aventures et les mésaventures, Dürer s'est senti bien à Venise. Sur les plans des affaires, dont la correspondance est pleine, je vous ai donné seulement 2 ou 3 passages, on comprend aussi qu'à la fin, ça s'est bien passé. Il avait apporté des petits tableaux à vendre, il les a vendus. On comprend aussi qu'il avait réalisé des portraits de certains Vénitiens et Vénitiennes. Je vous en montre quelques-unes, et puis 1 ou 2 œuvres de grande respiration. Mais les portraits de Vénitiens et de Vénitiennes, qui sans doute ont fait parler à Venise. Donc ce portrait d'une Vénitienne, portrait de par son découpage dans la tradition des portraits vénitiens, Bellini, Giorgione, peut-être que même le jeune Titien, donc ce portrait en buste. Cette femme qui ne regarde pas le spectateur, mais dirige son regard d'une façon oblique, réalisée avec beaucoup de pénétration psychologique, sans doute la construction du visage, et avec une grande finesse en ce qui concerne les détails. La chevelure notamment. Et c'est un des détails qui ont attiré l'attention, disent les sources, des peintres vénitiens qui, parfois curieux,
venait dans l'atelier de Dürer pour voir s'il n'y avait pas un peu de, pas exactement de magie, mais comment il réalisait ces fils de cette chevelure tellement fine, avec quel genre de pinceau, qu'est-ce qu'il utilisait justement pour arriver à une finesse telle qu'on la voit dans la chevelure. Voilà un autre exemple, toujours avec cet accent sur certains détails. Il fait des portraits aussi des compagnons allemands qu'il avait rencontrés, avec lesquels probablement il a eu un contact plus d'affaires ou d'amitié dans le quartier des Vénitiens, des Allemands à Venise. C'est le portrait de Burkhard von Speyer, par exemple. Je n'insiste pas sur les détails, ou celui-ci. Ce qui me semble quand même digne d'être mis à l'avant, c'est le fait qu'il s'agit d'un type de portrait à la vénitienne, mais avec des physionomies clairement germaniques. Donc on est dans un niveau, on pourrait dire, d'hybridation culturelle, figurative, qui sera d'ailleurs fondamental pour comprendre les enjeux de ce jour à Venise de Dürer. Mais sans doute le résultat le plus éclatant de son séjour vénitien fut le tableau, mentionné d'ailleurs dans la lettre du 6 janvier 1506. Il s'agit de ce tableau. Je vous cite brièvement encore une fois le passage. C'était la lettre à Pirkheimer, dans laquelle il disait car j'ai à peindre un tableau, c'est celui-ci, pour les Allemands, et pour cela il me donne 110 florins rénants, qu'il n'y a pas 5 florins de dépenses, j'en ai pour 8 jours d'apprêter un, etc., etc. Vous pourrez appeler le passage. Où il donnait justement ces détails assez minutieux. Il s'agit de la fête du Rosaire, datée de 1506, et c'est le tableau sur lequel je vais insister parce que c'est la réalisation sans doute la plus importante de Dürer à l'occasion de ce passage ou de ce séjour. 1506, le tableau se trouve aujourd'hui à la Galerie nationale de Prague. En dépit de son état pitoyable, il s'agit d'une réalisation charnière qui fait comprendre, d'un côté, les enjeux du dialogue artistique entre le Nord et le Sud, autour de 1500, et de l'autre, le rapport de l'imaginaire au contexte politique contemporain. Vu cette valeur emblématique de cette image, je me propose maintenant de la soumettre à une analyse plus détaillée. Alors, on voit au centre de la représentation la Vierge sur un trône en train d'être couronnée par des angelots. Elle tient dans ses bras l'enfant Jésus qui joue avec une couronne de fleurs qu'il s'apprête de mettre sur la tête d'un personnage qui se trouve à sa droite, donc à notre gauche. C'est le pape. On reconnaît en effet qu'il s'agit d'un pape à cause du fait qu'il a déposé sa tiare ici. Et de l'autre côté, la Vierge qui pose la même couronne de fleurs sur la tête de notre personnage, qu'on peut reconnaître assez facilement à cause de son profil caractéristique. Il s'agit de l'empereur Maximilien, qui n'était pas exactement empereur à l'époque, mais qui le deviendra bientôt. À gauche et à droite, une foule de personnages. Dans le ciel, des angelots qui tient le rideau sur lequel se projette
la figure de la Vierge, et derrière, au dernier plan, un paysage, un horizon qui va assez loin, occupé du côté droite par une montagne ou des montagnes. Alors, où est-ce qu'on est? Pas nécessairement à Venise. On est dans un paysage imaginé qui rappelle encore une fois, à cause de cette borne de la montagne, le nord et le sud. On est au sud, mais au-delà de la montagne se trouve le nord, donc le pays germanique. Justement ici, à côté, ou en faisant système, si vous voulez, avec la montagne, l'autoportrait de Dürer avec un feuillet dans la main, avec une inscription, je reviens tout de suite, accompagné par un personnage, pas nécessairement identifié, mais identifiable. Une des hypothèses mène vers Pirkheimer, qui n'est jamais venu à Venise à cette époque, mais qui serait à côté du peintre dans cette composition emblématique. La présence du peintre, encore une fois, est étonnante. Dans une œuvre, on le comprend de la documentation commandée par les Allemands, avec un enjeu, et je reviens tout de suite, politique extraordinaire, le pape, l'empereur et l'artiste qui se place bien en retrait, il est là, mais dans une position quand même assez importante pour faire partie de la composition et du message de l'œuvre dans toute sa complexité. Le contexte historique est sans doute très important et il faut que je dise 2 ou 3 mots à propos de ce contexte historique sans lequel on passe à côté de ce tableau. Alors Maximilien de Habsbourg, on le sait, planifié en 1506, donc justement à cette époque, un voyage à Rome pour être couronné. Et on sait que Dürer aurait voulu même l'accompagner. Le voyage à Rome a été empêché par les Vénitiens, et en effet, ce couronnement pourra advenir seulement plus tard, 2 ans plus tard, en 1508, et pas à Rome, mais à Trente, donc ville frontière, et en l'absence du pape. Alors, la thèse la plus évidente, lorsqu'on approche un tableau de ce genre et tous ces enjeux, c'est que ce tableau forge, il me semble, l'imaginaire, je reviens peut-être à son ensemble, l'imaginaire d'un couronnement symbolique. Et il est un exemple éloquent de l'intervention de l'imaginaire dans la politique. Alors, le pape et l'empereur, très longue histoire que je ne pourrais pas refaire maintenant dans tous ces détails, mais ce sont les personnages sans doute les plus importants dans l'équilibre qui se crée dans cette composition. Alors là, il y a des enjeux et des façons différentes par rapport à l'approche durérienne. Comment est-ce qu'il a approché l'empereur du point de vue figuratif, je veux dire. Comment il approchait le pape. Alors pour l'empereur, probablement, il avait déjà rencontré, et vous voyez un dessin qui pourrait le témoigner, et d'ailleurs, Dürer sera aussi un peu plus tard l'auteur de l'image, du portrait emblématique de Maximilien lorsqu'il sera empereur. Donc on voit que là, il y a une étude profonde de la physionomie. Vous voyez aussi ce profil, c'est un détail de la Vierge du Rosaire, avec ce profil caractéristique des Habsbourg, de l'empereur, les rides autour des yeux. La finesse bien connue de Dürer dans la représentation de la chevelure. L'imaginaire de Maximilien n'était pas quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a eu d'autres peintres qui l'ont approché, mais je ne voudrais pas insister. Vous voyez ici le portrait de Bernhard Strigel, 1500, qui nous montre en effet le portrait du futur empereur, archiduc à l'époque,
en armure, donc image de pouvoir, etc. Mais il y a aussi d'autres personnages. Là, les hypothèses sont multiples et je ne voudrais pas vous ennuyer maintenant avec un déchiffrement. Vous les trouvez d'ailleurs dans la bibliographie, notamment dans le grand catalogue fait à l'occasion de l'exposition de ce tableau il y a 4-5 ans à Prague. Là, il y a, comme d'habitude on le fait lorsqu'on fait une grande exposition, des essais d'identification des personnages qui se trouvent représentés. Il y a quand même 2 ou 3 sur lesquels je voudrais insister. Par exemple, cet homme en bleu que vous voyez derrière l'empereur, un rosaire à la main, probablement un des représentants de la famille Fugger, qui habitait, ce représentant, à l'époque à Venise. Et probablement il avait aussi financé. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans la lettre à Pirkheimer, Dürer dit « Les Allemands m'ont commandé », il ne fait pas de nom, mais ils ont payé ce tableau, et probablement ce personnage, un des représentants des grands banquiers Fugger, était un des personnages qui auraient financé ce grand tableau. Mais il y en a d'autres. Je passe, mais pour revenir, j'espère, sur la présence de Dürer. Oui, je veux revenir, donc la présence de Dürer, probablement avec Pirkheimer, pour interroger un peu la figure du pape. Alors, sans doute, le peintre n'a pas eu accès à Jules II, Giuliano della Rovere, pour le voir, pour le portraiturer. Et il a utilisé probablement des modèles. Mais vous voyez un peu l'attention avec laquelle il étudie un modèle vivant pour le rendre, pour lui emprunter les traits ou la position du pape dans cette histoire. Et puis des détails qui démontrent aussi le soin de ce peintre nordique, pour le détail notamment, le pluvial du pape, très belles ébauches, ou d'autres détails. Je vous en montre quelques-uns, aussi pour attirer l'attention sur ce côté étude et construction de l'œuvre d'art. Magnifique dessin, ce sont les mains de l'empereur. Gestuelle assez significative aussi, ce ne sont pas exactement des gestes de prière, mais c'est entre deux, des gestes de prière, mais pas nécessairement des gestes de recevoir quelque chose. Il y a une certaine ambiguïté gestuelle. Les mains de Marie avec la couronne, et c'est le moment où lequel je voudrais aussi insister sur ce qui est probablement le point le plus important du message religieux et politique. Donc ce que Marie et Jésus font, ils apportent par le biais de l'image un certain équilibre au rapport pape-empereur. Alors vous voyez très bien, c'est Marie qui met cette couronne symbolique sur la tête de l'empereur. Par contre, c'est Jésus lui-même qui est en train de couronner le pape. Là, il y a un partage des pouvoirs figuratifs, donc des pouvoirs symboliques, sur lequel Dürer a insisté, j'imagine que sous conseil de ses commanditaires ou peut-être aussi d'une autorité religieuse. D'autres personnages, le dominicain que vous voyez à gauche, probablement le saint Dominique de Guzman, qui était un des avocats, je dirais, de l'ordre et du culte du rosaire, parce que tout se joue notamment autour donc, du motif du rosaire, de la couronne de roses, mais aussi du symbolisme du rosaire, qu'un des personnages, d'ailleurs,
tenait dans ses mains. Je vous montre encore une fois ce détail. Bien, mais il y en a un autre palier de la construction de cette œuvre d'art, un palier iconographique beaucoup plus complexe sur lequel je voudrais m'arrêter dans les minutes qui me restent. Il s'agit en effet de la commande des Allemands, de la confrérie des Allemands de Venise, très liée à la confrérie du culte du rosaire, qui fleurissait en Allemagne, et qui est en effet visible de loin, je dirais, ou en filigrane, dans la composition même choisie par Dürer. Alors, pour être clair, ce que vous voyez à gauche, c'est la gravure clé emblématique du culte du rosaire, ou plutôt du renouvellement du culte du rosaire à la fin du XVe siècle. Elle est due à Jakob Sprenger. Elle a le titre Erneute Rosenkranz-Bruderschaft, donc c'est la nouvelle confraternité du culte du rosaire. Sans doute, c'est une gravure ayant joué un certain rôle dans cette composition. La composition de Dürer est beaucoup plus complexe, colorée, picturale, monumentale. Mais regardons un peu, essayons de faire quand même, de déceler ce que cette gravure fondatrice met en scène. La Vierge Marie sur le trône, donc on a la même chose. Jésus, couronné lui-même, qui est en train de s'adresser à l'autorité religieuse. Le pape est absent. Il y a un cardinal, mais le pape lui-même est absent. Par contre, de l'autre côté, vers lequel se dirige Marie, il y a l'empereur de l'époque, Frédéric, vous le voyez ici, et son successeur, le futur Maximilien, ici. Donc là, il y avait déjà dans le statut figuratif, je dirais, de cette confraternité, un certain rapport menant à une concordance, au concert entre les deux autorités. D'autres sources possibles pour Dürer, sa propre culture figurative, qui vient du Nord. Alors, Stefan Lochner, par exemple, avec cette symétrie parfaite, mais dans un rétable qui mettait en scène l'adoration des rois mages. Donc, c'est autre chose, mais probablement c'est aussi une façon de reprendre et de développer un certain savoir germanique. Mais puis, il y a aussi l'Italie. Bellini, notamment, et pas seulement Bellini. Et je m'arrête un petit moment sur ce motif de l'hybridation, donc des idées qui viennent par le biais d'une gravure fondatrice, de certains détails ou certains schémas figuratifs qui viennent de la peinture du XVe siècle allemand, Stefan Lochner, on vient de le voir, et l'impact avec la peinture italienne. Et vous voyez sans doute que Bellini, que d'ailleurs Dürer fréquentait, aurait pu lui donner beaucoup d'idées de par la composition, le rapport de l'autorité religieuse, mais aussi le paysage. Ce sont un schéma de composition que Dürer aurait pu assimiler à travers Bellini aussi, mais à travers Cima da Conegliano ou à travers d'autres œuvres importantes de Bellini, comme la Pala di San Zaccaria, qu'il aurait pu voir justement au moment où il était placé in situ. Il y a ici, et je m'arrête un peu sur ce rapport Bellini-Dürer, parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas compréhensibles dans l'œuvre de Dürer sans un contact direct avec l'art italien, avec Bellini. Notamment, par exemple, le motif de l'ange musicien, typique pour l'art vénitien, typique pour Bellini, que Dürer reprend. Un ange musicien,
si vous voulez, qui centralise la composition. Elle est placée au centre de la composition elle-même, en jouant son instrument, en l'accordant parfois, motif musical de la concordance, de l'harmonie, en effet, qui devrait s'établir entre les deux côtés de la composition. Vous voyez ici des détails qui font voir qu'il s'agit en effet aussi de ce motif du regard adressé au spectateur, l'admonitor est donc de Léon Baptiste Albert, et donc cette figure qui demandait l'attention du spectateur pour qu'il soit intégré dans la composition. Donc l'ange musicien est un motif d'intégration, de réflexion pour le spectateur lui-même. Mais il y en a un autre, et sur celui-ci je termine maintenant, il y a un autre admoniteur, si vous voulez, c'est le peintre lui-même. C'est lui aussi qui regarde le spectateur. Il tient dans sa main un cartellino. Vous reconnaissez probablement le monogramme. C'est plus difficile de lire l'inscription que je dois lire quand même. Elle est en latin, donc elle s'adresse au public belge, si vous voulez, ou au public cultivé. Exegit quinque mestri spatio Albertus Durer Germanicus 1506. Donc cela a été réalisé en 5 mois, pendant 5 mois, par Albert Dürer de l'Allemagne. J'ai achevé donc cette œuvre en 5 mois. Là, il y a une petite nuance culturelle qui ne pourrait pas échapper à un public cultivé parce qu'il y a la célèbre ode 30 du 3e livre d'Horace qui dit « Exegi monumentum perennius aere », donc j'ai construit un monument plus dur, plus fort en effet que le bronze. Là, il y a une citation, il me semble, une citation horacienne que Dürer intègre, c'est lui, Horace Dürer, qui aurait établi quelque chose de fondamental des durables. Ce n'est pas fut le cas, malheureusement, parce que cette œuvre aura une post-histoire assez mouvementée et son état est pitoyable du point de vue de la conservation. Mais je voudrais finir justement par un tout dernier passage de la correspondance de Dürer qui dit, on est le 8 septembre 1506, il écrit à Pirchheimer, l'œuvre était déjà terminée sur l'autel de San Bartolomeo à Venise, le doge et le patriarche de Venise ont vu mon tableau. C'est beaucoup et c'est peu. Moi, j'aurais voulu bien pouvoir savoir qu'est-ce que le doge et le patriarche ont dit de ce tableau. Mystère. Bien, je m'arrête ici avec ce mystère. La prochaine fois, on parlera encore une fois de Dürer, mais cette fois-ci de son voyage au nord de l'Europe, aux Pays-Bas. Comme d'habitude, on va enchaîner avec un séminaire, débat, auquel j'ai eu le plaisir d'inviter mon ancien élève Henri de Riedmaten, qui est actuellement docteur, assistant postdoctoral à l'Institut d'histoire de l'art de l'Université de Zurich, où il enseigne et travaille à une thèse d'habilitation sur les représentations visuelles de Lucrèce romaine à l'époque moderne de Raphaël à Rembrandt. Henri de Riedmaten a obtenu son master en philosophie et son doctorat en histoire de l'art à Fribourg, puis a été de 2009 à 2014 responsable du programme académique de l'Institut suisse de Rome. Il a obtenu plusieurs bourses, a été chercheur invité à l'Université de Harvard, dans le cadre du programme Eicones de Bâle. Sa thèse de doctorat a paru sous le titre Narcisse aux eaux troubles, Francis Bacon, Bill Viola, Jeff Wall. Elle est paru en 2011 et puis traduction anglaise 2014.
Il a co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, donc Senses of Sight, Towards a Multisensorial Approach of the Image. Il est également auteur de plusieurs articles, parmi lesquels Le lever du voile, voir, être vu, se montrer, le costume féminin à Venise et Padoue, et j'en passe. Je suis très heureux de pouvoir accueillir Henri à ce pupitre.